à 3,2%. La croissance mondiale 2025 a été robuste, étonnamment robuste, c'est ce que nous dit l'OCDE, et ce malgré évidemment les droits de douane de Donald Trump. Alors cette résistance va-t-elle se poursuivre l'an prochain, en 2026? Réponse avec vous, Henri Chabadel, bonjour. Bonjour. Responsable des investissements de BlackRock France. L'OCDE d'ailleurs qui voit l'économie américaine freiner encore pour le coup en 2026, 1,7% de croissance nous dit l'OCDE, contre 2% cette année et 2,8% en 2024. Vous aussi, vous voyez ce freinage se poursuivre? Alors, il faut distinguer le très court terme, qui est de l'ordre du tactique, et les évolutions sur un horizon, on va dire, plus structurel, aux alentours, on va dire, un horizon 4-5 ans. Nous, ce qu'on dit, c'est que les incertitudes à court terme, on les a toujours, et elles pèsent sur le potentiel de croissance. Donc là, le niveau de la croissance potentielle américaine, il est autour de 2. On devrait tourner à court terme autour de ces 2%. Mais ce qui compte le plus, en particulier pour les investisseurs, c'est quel va être le chemin de croissance sur les 3, 4, 5 prochaines années. Et là, nous, chez BlackRock, on a deux scénarios. Soit on est dans un scénario où l'intelligence artificielle arrive, mais ce n'est pas une révolution. Et à ce moment-là, notre scénario central, c'est que l'économie américaine, indépendamment des incertitudes actuelles, elle va revenir sur son chemin de croissance de 2%, celui qu'on observe depuis 100 ans, 200 ans, ça n'a pas bougé, ça ne dévie pas. Et en revanche, si l'intelligence artificielle, comme on a l'air de le penser aujourd'hui, est effectivement une méga force, c'est-à-dire une révolution technologique majeure, là, c'est de nature à venir booster le potentiel de croissance de l'économie américaine de quasiment 1%. C'est-à-dire qu'à horizon 5 ans, c'est plus 2, c'est 3. Et là, ça change tout. Bon, d'ici 5 ans, il y a le court terme. Et on dit de plus en plus qu'il y a une économie américaine qui tourne de plus en plus à deux vitesses, avec des Américains qui sont plus aisés, qui profitent de la hausse des marchés d'actions, qui profitent de la hausse de l'immobilier, des baisses d'impôts de Trump, et donc qui continuent d'augmenter leurs dépenses. Et de l'autre côté, les Américains mainstream, les moins aisés, qui, eux, supportent les droits de douane, et donc qui se salent la ceinture. C'est vrai, ça, cette économie à deux vitesses? C'est vrai, c'est toujours vrai, et c'est même un phénomène qui se renforce. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on observe toujours au niveau des consommateurs américains. Donc deux catégories de consommateurs qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques. Ceux qui sont à l'aise, ce qu'on appelle effectivement ceux qui s'en sortent bien, ceux qui ont du capital, ceux qui bénéficient aussi de taux qui restent relativement élevés parmi les moteurs de la consommation, et puis les autres. Et on voit bien que ça va devenir de plus en plus important, cette thématique de la consommation en cas, parce qu'on rentre dans une année électorale, on a les midterms l'année prochaine, et le cœur de l'électorat de M. Trump, c'est évidemment plutôt du côté de la deuxième patte. Et bien voilà, donc si la situation des Américains, des classes populaires se dégrade, on se dit que ça peut poser un problème au président américain qui pourrait lui en vouloir à cause de ce choc inflationniste avec une inflation qui est remontée. Pas post-Covid à 10%, mais on est à 3%, mais ça pourrait augmenter encore un petit peu à court terme. Et donc ce coût de la vie, d'ailleurs, si Trump paraît trop pédaler sur ses droits de douane, sur les avocats, sur le bœuf, sur des aliments et des produits de la vie du quotidien, c'est qu'il y avait un sujet. Tout à fait. Effectivement, il y a un vrai sujet lié à ces droits de douane et au-delà de ça, aussi lié à ce qui se passe au niveau de l'économie américaine. C'est-à-dire que globalement, on voit bien que le marché de l'emploi est plus aussi vigoureux qu'il ne l'était par le passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de perspectives de hausse des salaires aux États-Unis et donc moins de perspectives de gain de pouvoir d'achat pour faire face à une inflation qui effectivement s'établit aujourd'hui un peu au-dessus de la cible de la Banque centrale américaine. Donc ces Américains qui sont un peu moins bien positionnés vis-à-vis du marché de l'emploi, qui sont un peu moins bien positionnés en termes d'épargne et donc en termes de revenus, effectivement, c'est plus compliqué pour eux et c'est la raison pour laquelle l'administration américaine aujourd'hui parle d'envoyer des chèques pour justement redonner du pouvoir d'achat à cette population-là. Enfin, un chèque financé par des droits de douane qui, pour le coup, pourraient être remis en cause, possiblement par la Cour suprême. Alors là, on attend le verdict. Ouais. C'est très difficile d'anticiper quelle va être la décision de la Cour suprême. Globalement, ce qu'on entend, nous on n'est pas des spécialistes en la matière, mais ce qu'on entend, c'est que si remise en question il devait y avoir, elle se ferait plutôt pour la suite que pour ce qui a été fait. Et en pratique, la conclusion pourrait être de dire, à un moment donné, ces droits de douane, il faut effectivement que ça passe par une loi votée au Congrès. Et une fois que la loi est votée au Congrès, vous pouvez continuer à les percevoir. Si elle est votée. Si elle est votée. Mais globalement, au moins jusqu'au prochain midterm, on a une majorité pour la voter. Donc, croissance américaine, c'est important, c'est le baromètre. Il resterait autour des 2%, peut-être 2% moins sur 2026.
Voilà, ça va dépendre un petit peu des nouvelles. Objectivement, on peut s'attendre, moi j'aurais plutôt tendance à dire un 2% plus, Ouais. parce qu'une grosse partie des incertitudes sont désormais derrière nous, tout ce qui est lié aux barrières commerciales. Il y a une grosse incertitude qui pourrait se lever bientôt avec cette guerre aux frontières de l'Europe, Russie-Ukraine, sur laquelle on voit bien que l'administration américaine aujourd'hui met l'accent pour essayer de la régler. Et on rentre dans une année électorale. Et rentrer dans une année électorale, traditionnellement, c'est plutôt quelque chose qui apporte du boost à la consommation via les petits cadeaux qu'on peut faire de ci, de là. Est-ce que c'est vrai que la croissance américaine repose de plus en plus sur une base étroite, justement ces ménages les plus riches, et aussi, et je refais le lien avec l'IA, tous ces investissements en data center et liés à l'IA. J'ai vu ce chiffre passer comme quoi 40% de la croissance américaine en 2025 dépendait des investissements autour de l'IA au sens large. Alors ça dépend des estimations, et c'est le point que je voulais évoquer tout à l'heure, quand je disais que ce phénomène de croissance en cas s'amplifie, c'est qu'on l'avait historiquement du côté des consommateurs, on l'a désormais du côté de l'investissement. Ouais. On voit bien que du côté de l'investissement, déjà la structure de la croissance américaine a évolué. Historiquement, c'est une croissance qui est tirée par la consommation, elle est désormais tirée par l'investissement. Et au sein de l'investissement, l'essentiel des entreprises, des investissements, se fait sur les capacités liées au déploiement de l'intelligence artificielle. Et donc le 40% que tu évoques, moi j'ai vu d'autres chiffres qui sont même plus élevés que ça. Aujourd'hui, on a une économie américaine qui est autour de son niveau de croissance potentielle, mais essentiellement tirée par cette vague d'investissement massif dans les capacités de calcul. Bon, le lien maintenant avec l'IA, on a vu beaucoup d'acteurs de la tech s'endetter. Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est une menace de voir des acteurs de la tech qui ont les moyens, qui ont la trésorerie, mais qui au passage s'endettent pour optimiser leur bilan, et on peut les comprendre? Ou est-ce que, en cas de, si jamais ça se retournait, si les résultats n'étaient pas aussi prometteurs qu'attendus, ça pourrait aussi essaimer et créer des problèmes au travers du marché obligataire et pas seulement du marché action? Alors, on part d'un niveau où il n'y avait pas de dette pour ces acteurs-là, Oui. à un niveau où on met de la dette. Ouais. Donc, ça introduit une évolution structurelle, puisque effectivement, ça fait augmenter le niveau de dette globale on va dire, de l'ensemble des entreprises américaines, mais il n'y a pas de risque spécifique lié à ces acteurs-là qui partent de niveaux de bilan qui sont extrêmement sains. Mais évidemment, plus de dette dans le système, ça a deux conséquences. Premièrement, on peut s'attendre à plus de volatilité. Dès lors qu'on va avoir des incertitudes sur le déploiement de l'IA, quand on a de la dette adossée à des investissements pour déployer cette IA, ça a plus d'impact sur les cours de bourse. Et donc on peut s'attendre à plus de volatilité sur ces acteurs qui déploient aujourd'hui ces capacités. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il y a plus d'appels au marché pour financer ces investissements et il y a plus de concurrence. Et qui dit plus de concurrence dit nécessité de voir les taux remonter. Et on voit bien aujourd'hui... Donc ça crée des opportunités pour les épargnants. Et ça crée des opportunités pour les épargnants qui ont de la capacité d'investissement. Ça crée des difficultés pour les emprunteurs, et en particulier les États, qui, eux, partent avec un stock de dette très élevé et des déficits qui sont significatifs, notamment l'État américain. Et donc lui, il va devoir accepter de payer plus cher une dette dont il a besoin. Henri Chabadel, ce qui a boosté le marché américain, évidemment, c'est toute la tech, quelques valeurs, une poignée de valeurs qui tirent le S&P 500. Tout le monde se pose la question de savoir à quel moment tout ça sera rentable. Ces centaines de milliards, de milliers de milliards d'investissements dans l'IA seront rentabilisés ou pas. La question va continuer à se la poser en 2026, mais à un moment donné, il faudra avoir la réponse. Oui, et il faut repenser à ce qui s'est passé quand on a eu des révolutions technologiques de cette nature. C'est-à-dire que quand Microsoft est arrivé avec Windows, le pack Office, à l'époque, personne ne savait que le pack Office allait devenir le standard de marché pour tous les ordinateurs, des particuliers et des entreprises. Là, l'intelligence artificielle, c'est exactement le même type de saut technologique. On va passer à un autre monde où tous les ordinateurs seront équipés d'intelligence artificielle. Le problème, c'est qu'effectivement, les investissements, c'est aujourd'hui. Les revenus, c'est plutôt après-demain. Et pourquoi après-demain 2026 ou après-demain 2030? Après 2026. Non, je sais bien, mais... Ouais. Donc... mais c'est horizon 2030. Effectivement, c'est horizon 2030. En 2030. attendant, les cours ne font que monter. Les cours ne font que monter parce que dans l'anticipation de ces revenus, on sait qu'il va y avoir beaucoup d'investissements à faire, entre 5 000 et 8 000 milliards au niveau global, mais on sait aussi que les entreprises qui se sont positionnées les premières pour capter le marché associé à une révolution technologique, donc je parlais du pack Office de Windows, mais j'aurais pu parler du cloud avec Amazon, j'aurais pu parler des moteurs de recherche avec Google, celles-là, elles ramassent en gros 80% du marché. Et donc après, elles peuvent imposer leurs conditions et capter une bonne part des revenus. Donc aujourd'hui, le marché se positionne pour essayer de savoir quels sont les acteurs qui vont créer l'écosystème qui sera dominant dans l'intelligence artificielle, parce que les gains de productivité associés, je parlais tout à l'heure d'un saut potentiel de croissance de l'ordre de 1%, eh bien, il va bien falloir les répartir, et évidemment, celui qui tient l'écosystème est celui qui va en capter une bonne part. Avant de se quitter, au global, entre la croissance,
2026, ce que vont faire les banques centrales, possiblement, et pour les marchés actions, quelle serait la tendance? On pourrait avoir une année, un millésime 2026 qui soit encore flatteur pour les marchés actions? Nous, on Ou pense... c'est trop tôt pour le... non, c'est pas trop tôt. Au contraire, c'est le bon moment de se poser la question. Nous, on pense qu'il y a des vents structurels qui sont porteurs pour les marchés d'actions, en particulier les marchés d'actions américains. Mais les mêmes que cette année. Mais les mêmes que cette année. Il n'y a pas de raison que ça dévie. Et c'est justement parce qu'on parle d'une méga force. Parce que c'est cher. Mais c'est pas si cher que ça quand on regarde. Le marché des actions américains, pris globalement, par rapport aux revenus anticipés, aux bénéfices anticipés pour l'année prochaine, c'est entre 21 et 22. Ouais. On en parlait hier d'ailleurs sur Record. C'est un peu plus cher que ce qu'on a observé en moyenne historique. Mais la structure du marché n'a rien à voir. Et le potentiel de croissance non plus n'a rien à voir. Des révolutions de cette nature, on en a une tous les 10 ans. Donc on ne peut même pas comparer le niveau de 21-22 qu'on a aujourd'hui avec la moyenne des 5 ou 10 dernières années. C'est peut-être même pas cher du tout par rapport à ce que ça vaudra demain. Repensez à mon exemple sur Microsoft. Que valait Microsoft au moment où il a commencé à déployer Windows? Ça valait peut-être 100 fois les bénéfices. Mais ça n'a pas empêché Microsoft de devenir un des 7 magnifiques. Comment on fait, on finit là-dessus, de la bonne diversification? C'est très compliqué de bien diversifier ses avoirs financiers, parce que tout est corrélé, tout est relativement corrélé. Comment on fait en 2026? Alors dans le monde des actions, c'est clair que tout va être fortement corrélé à cette thématique de l'IA. Même l'or a été corrélé cette année avec les actions, c'est dire que c'est pas facile. Et le Bitcoin aussi à un certain moment. Et le problème qu'on a, c'est que comme cette IA, le déploiement de cette IA nécessite de la dette, les taux montent. Et le fait que les taux montent fait qu'en cas de choc, vous avez une perte de diversification de la partie obligataire. La plupart des investisseurs dans le monde ont des actions et des obligations, et traditionnellement, ça a très bien marché, sauf que désormais, nous, on anticipe que pas ça en marchera 2022. moins bien. Ah ouais, pas en 2022. Et malheureusement, si jamais il doit y avoir un choc demain, ça marchera, selon nous, beaucoup moins bien que par le passé, que sur le long terme. Et donc, il faut réfléchir à la manière dont on diversifie le risque. Une bonne manière, c'est d'aller du côté des actifs illiquides. Donc tous les acteurs qui vont non cotés, tous les acteurs qui vont bénéficier structurellement de ce déploiement de capacités de calcul, donc les data centers, etc. Et un autre moyen, c'est d'aller chercher du côté des gérants qui font un petit peu de valeur relative, donc qui achètent des valeurs, qui en vendent d'autres, parce qu'évidemment, il va y avoir des vainqueurs et des perdants dans cette histoire. Et donc, il va y avoir de l'argent, de la performance à dégager dans l'arbitrage entre ces valeurs. Et puis ensuite, il y a les actifs traditionnels de diversification, comme l'or, par exemple. Ouais. L'or toujours? L'or toujours. Bon, allez, merci beaucoup. Henri Chabadel, donc le responsable des investissements de BlackRock France. Merci, à bientôt. Merci, David.